Retrouvez chaque vendredi à 12h30 les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion, bonjour. Vendredi midi, un peu plus que midi. Nous faisons le point sur les marchés, sur des marchés qui bougent encore beaucoup, même cette semaine, qui est une semaine un peu plus normale sur les marchés financiers parisiens, puis après 15 jours de quasi-vacances. Et nous faisons le point, nous ajustons éventuellement les conseils, les stratégies. À mes côtés, Christian Ginolac de Gaspal Finance. Bonjour Christian. Bonjour. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Actualité. Cette pluie de records qui ne semble pas se tarir, cette pluie de records à Wall Street, au Japon, même sur le DAX, est-ce qu'il y a un scénario idéal d'injection de liquidités perpétuelles qui vont continuer Qu'est-ce qui peut contrer ce scénario idéal sur les marchés ? Il y a des choses qui peuvent arriver, mais je crois que ce qu'il faut voir, c'est le scénario le plus probable, parce qu'on peut pas prévoir ce qu'on appelle maintenant les signes noirs. Voilà. Mais si un rôle le plus probable, quand même, c'est que compte tenu de l'activité économique qui est complètement anémique en Europe, bonne mais relativement faible aux États-Unis, et moins forte que d'habitude en Chine, on est sur des taux de croissance qui sont raisonnables, voire faibles. Dans cette mesure-là, je ne vois pas les banques centrales remonter leurs taux dans un avenir très proche. Alors, le premier qui devrait le remonter, ça sera sans doute les États-Unis. Et peut-être que les bruits qu'on entend en ce moment de divers patrons des Fed sont là pour commencer à acclimater un peu l'idée qu'un jour ça va monter, mais enfin les titres du chômage sont pas encore au niveau. Le chômage, c'est pas terrible. On a des statistiques qui sont pas extraordinaires, et on a des déclarations. Hier, on a eu des chiffres qui étaient assez moyens. Pas très bons. Enfin, globalement, quand même, tout ça s'améliore. Et on a des déclarations du président de la banque de la Fed, de la banque centrale, qui a l'air de dire qu'il faut quand même faire très attention aux banques, même maintenant. Elles sont encore convalescentes, donc c'est pas le moment de leur couper le robinet. Absolument. Et certainement pas en Europe. Donc pour le moment, on est quand même toujours dans le scénario idéal, c'est peut-être un bien grand mot, mais... On se laisse un peu porter, c'est ce qu'on disait, je crois qu'on s'était vu il y a 3 semaines ou un mois. Oui. C'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que il faut se laisser porter. Et puis il y a un deuxième élément aussi qui est très important, c'est que, alors là je regarde plutôt l'Europe, mais on a vu le résultat récemment au Japon, c'est que lorsque l'économie se remet à frémir, les marchés boursiers montent beaucoup. Parce que il suffit de quelques frémissements pour que, notamment sur les valeurs qui sont cycliques, c'est ce qu'on voit ce matin en bourse avec les automobiles. Oui, les automobiles qui sont la hausse de la semaine avec les bancaires. Parce que les résultats des immatriculations ont été meilleurs sur avril, alors c'est un mois, mais un mois ça suffit à créer des anticipations, etc. Alors on est quand même dans des marchés qui ne baissent pas sur les mauvaises nouvelles et qui montent sur les bonnes, même quand elles ne sont pas formidables. Donc c'est plutôt une bonne tendance. C'est plutôt une tendance. Alors est-ce qu'il y a des marchés qui ont beaucoup trop remonté ou des marchés en retard depuis le début de l'année pour vous ? Clairement, le vainqueur, c'est le Japon, c'est le Nikkei. C'est difficile à battre, 45%. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que si vous aviez oublié de vendre à terme votre yen et que vous étiez en yen, vous n'avez gagné que 5%. Donc oui, parce qu'il y a 25% de baisse sur... 40%. J'ai regardé, 40%, excusez-moi. 40% depuis juin 2012, sur un an. Oui, voilà, sur un an. Sur un an. Donc c'est le gagnant, mais il fallait faire attention à la devise, comme d'habitude. Mais c'est très gagnant. Et là aussi, on voit que quand on arrive à recréer de l'espoir, ce qu'a réussi apparemment le gouvernement japonais, on relance un peu la consommation, on relance l'esprit d'entreprendre. Oui. Et ça se traduit par les chiffres économiques qui ont l'air un peu meilleurs. Oui, qui sont un peu meilleurs, c'est pas non plus. Après, mais c'est vrai que quand les bourses ont été déprimées longtemps, d'apercevoir un peu de lumière au bout du tunnel, ça redonne du beau au cœur. Les taux d'intérêt qui sont tellement bas qu'il faut bien faire quelque chose de son argent. Alors, autres marchés qui ont monté ou baissé, trop ou pas assez ? L'Amérique et l'Europe, en fait, l'Amérique a fait mieux, mais pas dans les proportions gigantesques. L'Amérique est à plus 16
et l'Europe à plus 9-10. Oui. Donc on est, pour vous donner une idée, la Suisse est à plus 20. Alors la Suisse, Donc, pareil, gestion de la devise assez serrée, voilà. et peut-être recherche aussi monétaire. Alors là, pour le coup, des investisseurs Voilà. qui, comme ils ne peuvent pas acheter du franc suisse pour avoir des intérêts négatifs, ils achètent les grandes valeurs. Et puis c'est un pays qui n'est pas endetté, et c'est un pays qui est très fort dans son exportation, et qui a qui a une très bonne productivité. Donc l'Europe de l'Ouest a très bien performé, l'Europe de l'Est est beaucoup moins bonne. Alors la Russie est en baisse de 9%, Ouais, la Pologne de 7%, et là, la Russie, c'est essentiellement, à mon sens, le fait que le prix du pétrole est un peu faible et se répercute directement sur la bourse russe, plus le fait que c'est difficile d'avoir confiance dans la bourse russe compte tenu des mœurs, c'est un peu spécial. des mœurs un peu spéciales. Ce tour du monde, est-ce qu'il y a des marchés qui sont en retard, des marchés en avance, Alors, vraiment? quand on fait le reste du tour du monde, les marchés émergents, c'est pas très brillant. C'est moyennement Non, brillant. Oui, c'est moyennement brillant. J'ai quelques chiffres. L'Inde, on est à plus 4, Hong Kong plus 2, la Corée 0, la Chine 1. Je ne cite pas l'Afrique du Sud, moins 78. Et par contre, si vous avez été très malin, vous avez mis de l'argent sur l'Argentine, vous avez gagné 30%. Il fallait savoir qu'il y aurait un pape argentin, probablement. Voilà, c'est encore la démonstration que lorsque ça va très mal, une petite lueur d'espoir, ça fait l'étincelle. Mais clairement, je pense que les mauvais résultats actuels en Asie, des bourses, sont liés au fait que le yen a beaucoup dévalué, et que donc la concurrence japonaise va être beaucoup plus féroce. Et ceux qui se plaignent beaucoup de ça, ce sont d'abord les Coréens, qui sont les concurrents directs, les voitures. et puis les Chinois. Donc, c'est un peu Jean qui rit et Jean qui pleure. Hein. La conclusion, on continue à se laisser porter, il n'y a pas de raison que les tendances qu'on a observées soient vraiment... Il n'y a pas un marché beaucoup trop cher, un marché vraiment donné... Je n'ai pas l'impression. Maintenant, on peut avoir... Il y a des situations extérieures qui peuvent être fortes. En géopolitique, on n'a pas la peine de citer la Syrie ou autre, c'est des positions quand même qui sont explosives. Alors, dernier point d'actualité générale, guerre des monnaies, là, le dollar passe en dessous d'un 29, il est passé au-dessus de 100, très largement au-dessus de 100 contre le yen. Ça va continuer nous venons de dire un petit mot sur le yen et sur ses conséquences. Le dollar, lui, est un peu plus ferme en ce moment. Et logiquement, le dollar devrait se raffermir par rapport à l'Europe. Parce que on était à 1,29 et on a été à 1. Donc c'est déjà arrivé. Donc c'est pas non plus... Oui. Et je crois qu'au départ de l'euro, c'était 1,20, non? Oui, c'est ça. Ou 1,10. Oui, on est passé en dessous de 1 à un moment. On est passé en dessous de 1 et puis on est remonté à 1,50. Oui, mais globalement, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le dollar soit plus ferme par rapport à l'euro, ne serait-ce que le différentiel de croissance. Et le fait, comme on disait, que la prochaine banque centrale qui devrait normalement monter ses taux sera plutôt la Fed, et celle qui pourrait encore, si les choses allaient plus mal, baisser ses taux, c'est encore la BCE. Ok. Alors, deuxième chapitre actualité du jour, l'actualité des sociétés. Alors, il y a beaucoup d'assemblées générales, grosso modo, pas de surprise. Hein. Non. Chez LVMH, chez Air France, chez Essilor, chez ABNP, pas de surprise. Globalement, c'est à peu près la répartition, c'est à peu près 2 tiers. 2 tiers de résultats plutôt bonne surprise ou comme attendu. Il n'y a qu'environ qu'un tiers des sociétés qui ont déçu. Alors il y a un secteur en revanche qui est tout à fait dans l'actualité, c'est le secteur du téléphone. Alors il est dans l'actualité de manière très très différente. On peut peut-être commencer par ce qui marche, Iliad. Alors Iliad, c'est formidable. Là, j'ai un ou deux chiffres. Le chiffre d'affaires est en hausse de 38% sur le premier trimestre. C'est formidable. Au 31 mars, ils ont 6 millions d'abonnés de mobile contre 5 millions d'eux au 31 décembre. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, c'est formidable. Donc c'est un succès foudroyant. Et ça se traduit où? Parce que comme toujours, c'est Jean qui rit, Jean qui pleure. Voilà, donc, alors, on regarde malheureusement chez Vivendi, les résultats des SFR. Le résultat opérationnel est en baisse de 41%. Oui, ça, 41%. Pour un chiffre d'affaires qui est en baisse également.
Et chez Bouygues, pareil. Et chez Bouygues, pareil. Donc, on Chez a Bouygues, pareil. on a de mauvaises tendances, et chez Bouygues et chez Vivendi Chez cette Bouygues semaine. Télécom, alors je n'ose pas le dire, mais le chiffre d'affaires de Bouygues Télécom est quand même en baisse de 16%. C'est énorme. C'est énorme. Ça, C'est énorme. Donc, il faut bien que les abonnés... Oui, les abonnés viennent bien de quelque part, et se profile en plus une guerre sur les appareils, puisque Iliad a annoncé, Free a annoncé qu'il allait rentrer dans l'abonnement contre appareil, et en cassant les prix à nouveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, au fond, est-ce qu'il n'y a pas une niche à regarder sur un plan boursier ou économique, c'est ça qui est. qui est les gens qui font ce qu'on appelle du low cost. Oui, c'est ça. Est-ce que la stratégie low cost, dans un environnement économique qui est mauvais, en Europe notamment, n'est pas la stratégie qu'il faut suivre. Free, EasyJet... voilà. Quand on regarde les résultats d'EasyJet, de Free, etc., et donc on en revient à cette idée, souvent, c'est que quand l'économie ne va pas très bien, le très peu cher et le très cher marchent bien. Et ceux qui souffrent, c'est le milieu de gamme. Alors, pour finir avec le téléphone, donc on a des résultats de Telefonica. Telefonica a passé son record historique. Ça fait rêver quand on voit les cours de France Télécom, de Bouygues, de SFR. Et il faut remercier les navigateurs espagnols et portugais d'avoir traversé l'Atlantique et d'être arrivés au sud. Et donc, Portugal Télécom bénéficie du Brésil et Telefonica de l'Amérique du Sud en général. Bon, alors, actualité des valeurs, toujours, Lagardère, EADS, qui sont maintenant deux cas différents. Sur Lagardère, donc ce gros dividende, qui est probablement lié à l'actionnaire principal, ou à un des actionnaires principaux. Comment vous voyez l'affaire ? Si vous voulez, Lagardère, c'est pas une de mes valeurs favorites, parce que je ne suis pas sûr que je comprends bien la stratégie de l'actionnaire actuel. J'avais compris qu'il voulait se dégager de ADS, il le fait dans des bonnes conditions, on ne peut pas le dire, il a su attendre. De l'autre côté, jusqu'à maintenant, la marche des affaires non-ADS n'a pas été très brillante. Non, plusieurs métiers, sans synergie entre eux, et ce qui était le métier de l'avenir, qui est le sport, a beaucoup de mal à décoller. À se traduire dans des résultats. Donc, donc prudence. Donc moi, je suis prudent sur Lagardère. J'aimerais bien qu'on me démontre qu'il sera un jour... En revanche, ADS, qui est une valeur dont vous aviez pas mal parlé dans des émissions précédentes, ça se passe très bien. Effectivement, il n'y a que 2 constructeurs au monde, c'est certain. Alors, je vais vous citer qu'un seul chiffre, parce que c'est ça qui détermine l'avenir de ces sociétés, sont les prises de commande. Oui, prises de commande au premier trimestre, 49,9 milliards d'euros, contre 12 milliards sur la même période. C'est incroyable. On a l'impression d'être en crise économique et on fait 50 contre 10. Ce matin, il y avait l'interview du patron d'Emirates. Emirates, je crois qu'il a 50 A380. Il pensait peut-être doubler sa flotte. C'est lui qui a permis le lancement du A380 à l'origine. C'est formidable. Et ça irrigue tout le tissu Justement, alors, est-ce qu'il faut... ADS a beaucoup monté, est-ce que c'est encore un vecteur, ou est-ce qu'il y a dans l'entourage de tout ça d'autres valeurs à suivre? Les 2 valeurs auxquelles on pense le plus souvent, c'est Zodiac et Safran. L'un fait les moteurs, l'autre fait des équipements. Qui ne sont pas donnés, mais qui ont des raisons de continuer à l'être. Ils ont aussi un carnet de commandes pour... Alors, le joker, c'est la TECOR. Alors là, on rentre dans une problématique de restructuration compliquée, une société très endettée. J'avoue que c'est difficile d'y voir clair, mais logiquement, elle devrait s'en sortir. Bien. Alors, fin de l'activité des sociétés, on voit un arbitrage du groupe Frères qui a vendu du Gaz de France, du GDF Suez, pardon, dans lequel il est un actionnaire avec des positions historiques. En plus, c'est quand même l'EDF belge qui est la filiale. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de ce désengagement ponctuel de la moitié de la position, en fait, à terme, toute la position est vendue, puisque GBL avait émis des convertibles, je crois que c'était en début d'année ou en fin d'année dernière, qui étaient convertibles en actions GDF Suez que le groupe avait en portefeuille. Donc c'est une manière de voir à terme, comme Euraseo avait vendu à terme, c'est Danone, et l'opération s'est débouclée. Donc, alors, clairement, ça n'a pas été une position très gagnante ces dernières années.
on ne peut pas dire non plus que Total soit une position très gagnante. Je n'ai rien contre le groupe frère, mais c'est vrai que ces derniers temps... Ce sont des positions historiques de FINA, de Tractebel, etc. Qui ont une caractéristique qui est en commun, c'est qu'elles donnent de très bons dividendes. Voilà, et je sais qu'Albert Frère a toujours aimé avoir des bons dividendes parce que, comme il a une vision long terme de ses participations, il aime bien avoir du dividende pour pouvoir réinvestir dans l'affaire. Mais de l'autre côté, ce sont des groupes qui sont pesants et je pense qu'ils ont dû faire leurs calculs. Ou alors, est-ce que derrière, il y a une volonté de liquéfaction de la holding compte tenu des échéances qui sont inexorables? Donc, il n'y avait pas particulièrement de conclusion sur la gestion non, d'ailleurs, la bourse n'a pas spécialement bougé, mais de toute façon, le titre n'est pas assez plus haut. Loin de là. Ah oui, ça c'est tout le secteur. Donc, actualité encore cette semaine, juste les variations. Donc, Renault, Peugeot, Michelin dans les hausses, ouais. Valeo. Et les banques. Donc, oui. Ben, tout ça, c'est l'automobile, on en a parlé, oui, on a dit un mot. Résultats. Et les banques, donc Crédit Agricole, c'était Général, BNP. Les banques avaient souffert il y a quelques temps, elles reviennent maintenant, elles sont à peu près au niveau qu'elles étaient il y a 2 mois. Mais elles décodent toujours par rapport à leurs fonds propres, donc c'est pas, elles ne sont pas en grand risque. Elles décodent toujours par rapport à leurs fonds propres. Alors, bien sûr, on peut toujours vous dire, mais comment sont calculés les fonds propres? Est-ce qu'on enlève le goodwill, pas le goodwill, etc. Mais globalement, à part certaines banques qui valent plus que leurs fonds propres, mais à part les banques suisses, je crois que je ne connais pas, en France, on est plutôt entre 0,5 et 0,7, 0,8. La BNP est peut-être proche de 1 maintenant. Oui, elle s'est rapprochée du elle s'est rapprochée de 1. Alors, troisième chapitre, gestion. On voit apparaître des petites opérations de fusion-acquisition. Oneo récemment avec Rémi. Est-ce que c'est un soutien durable? Est-ce qu'il y a des dossiers à jouer? Alors, c'est clair que dans une époque où la croissance interne est faible, croissance organique est faible, les sociétés qui ont des disponibilités sont enclins. Il y a beaucoup de cash, il y a pas de taux d'intérêt. Voilà. Il faut bien faire quelque chose de son argent. Voilà, il faut faire quelque chose. Donc on peut faire comme Arnaud Lagardère, se le distribuer à soi-même, mais ce n'est pas une solution éternelle. Alors, il y a toujours le schéma classique de la petite ou moyenne entreprise qui est rachetée par une plus grosse. Alors là, il y a un vivier qui est assez grand en France. Hein. Oui, c'est pas très cher. Les entreprises ne sont pas chères, il y a beaucoup de cash. Mais il y a un environnement économique qui est quand même très incertain, voilà. Et donc les gens hésitent à mettre en jeu leur cash. Mais vous-même, vous avez une SICAV un peu situation spéciale, et vous jouez quand même ce concept. Nous jouons à la fois ce concept et le concept de retour, de restructuration. Dans cette idée aussi que si la conjoncture s'améliore, les sociétés très cycliques peuvent se retrouver. Nous avions récemment de l'Osiatis et de l'Oneo en portefeuille, qui sont des exemples typiques de sociétés de taille moyenne qui ont souhaité être consolidées, l'un par son actionnaire majoritaire et l'autre en se rapprochant d'une société plus importante. Bien, gestion toujours. Est-ce qu'il y a une rotation sectorielle et quelle est un peu votre allocation d'actifs pour conclure? Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que si on pense que l'économie va finir par se stabiliser, voire rebondir, c'est clair qu'il faut augmenter la proportion de valeurs cycliques dans les portefeuilles. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce que nous dit la bourse quand elle fait monter l'automobile, quand elle fait monter les aciéries. Le titre d'Arcelor s'est très bien comporté très récemment. Alors, c'est des valeurs qu'on n'a pas envie d'acheter. Oui, c'est des valeurs qui ne sont pas faciles à acheter. Tous les jours dans le journal, on voit que les résultats sont mauvais, on voit que les ventes sont mauvaises, etc. Mais il faut toujours se dire qu'on va regarder 6 mois ou 9 mois. Donc on met un peu de cycle dans le portefeuille, c'est ça l'idée. Et voilà, et je crois qu'il faut mettre un petit peu de risque dans le portefeuille. Et sur l'allocation d'actifs, vu le taux des obligations, c'est toujours les actions. Donc. Alors, nous, on était à 45-50% à peu près dans notre fonds patrimonial. Et je pense qu'on va graduellement passer à 55-60. Donc oui, vous êtes quand même toujours dans le flux d'achat d'actions, sans se précipiter, puisque les actions, les marchés ont monté. Mais... Voilà. Et puis,
au mois de mai, on hésite toujours à augmenter la Oui, proportion la des saisonnalité actions. n'est parce pas que- bonne jusqu'en septembre. Parce que, voilà, exactement, les bourses sont souvent pas très bonnes. Ce sera le mot de la fin. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous aussi sur le même site en cliquant sur le lien voisin pour l'émission de conseils précis. Les décideurs de la gestion s'engagent. Les conseils. Au revoir.